RTL jusqu'à 23h, on refait la chose. Présenté par Michel Simès et Véronique Mounier. Bonsoir, bienvenue dans On refait la chose, une émission dans laquelle, vous le savez, nous parlons de sexualité, mais toujours avec des mots choisis et une grande délicatesse, du moins de ma part. Une émission que je vous présente tous les soirs avec le Jean de la fontaine du plaisir féminin, Patrice Ramden. Bonsoir Michel, Bonsoir. Tous les soirs un nouveau surnom. Et ce soir, vous nous parlez de Casanova et de Serge Gainsbourg, deux spécialistes de la séduction. D'accord. Et dans une émission consacrée à la sexualité, il faut bien un sex symbole en la personne de Véronique Mounier. Bonsoir. Bonsoir Michel, vous allez me faire rougir ce soir. Et vous savez, chers auditeurs, qu'on ne devient ni sex symbole ni Véronique Mounier par hasard. C'est un long travail sur soi-même et j'en veux pour preuve cette interview de Véronique sur Télé 7 jours. Je la cite. Oh non, je crois Pierre. Véronique Mounier, animatrice sur France 2, a découvert le monde du travail à l'âge de 18 ans dans un laboratoire d'expertise de fromage près d'Annecy. Je la cite. Je passais toute une journée sous 40 degrés, le doigt dans des fromages, pour vérifier qu'ils ne ramollissaient pas trop à cause de la chaleur. J'en ai tellement goûté et testé que j'ai fait une petite overdose. Avec ça, on comprend mieux pourquoi ce soir, vous allez nous parler de séduction. Évidemment, la transition ne va pas être facile. Merci Michel, mais c'est véridique. Hein. Ben oui. C'était mon premier job. Vous allez nous en parler. Des fromages mous, oui. Je vous en parlerai. Mais ce soir, nous allons parler de séduction, Michel, quelque chose que vous connaissez bien, hein, parce que pour nous, Français, la séduction, c'est notre ADN, notre raison d'être. Nous séduisons comme nous respirons, à tel point d'ailleurs que le philosophe Bernard-Henri Lévy, grand séducteur devant l'éternel, d'où l'affirme, la séduction, c'est la vie. Bref, pourquoi les Français sont-ils aussi accros à la séduction? Existe-t-il un gène de la séduction? Quelles sont les étapes et les gestes de cette parade sexuelle, hein? Désolé de tout ramener au sexe, mais c'est quand même l'une des finalités de la séduction. Voilà Michel. Bon, eh ben écoutez, on va en parler de tout ça. Quel programme avec nos deux invités, David Simard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et psychosexologue. Ça va demander une explication. On va avoir besoin d'une explication sur votre boulot. Hein. Sylvain Mimoun, lui, c'est beaucoup plus facile. C'est tout sous la ceinture, sauf qu'il s'occupe aussi un petit peu du cerveau puisqu'il est gynécologue, andrologue et psychosomaticien. David Simard, alors philosophe, bon, oui. Ça je vois à peu près. Bon. Psychosexologue. Vous voyez mieux philosophe que psychosexologue. Non, oui, enfin, bon, à force d'en parler dans cette émission, on commence à comprendre les différentes facettes des métiers concernant la sexualité. Mais philosophe et psychosexologue, qu'est-ce qui rapproche les deux? Moi, je les ai rapprochés. Avec la philosophie, prend du recul. Voilà. D'ailleurs, vous reculez pas trop, rapprochez-vous du micro. Alors, c'est quoi vos Oui, donc en fait, j'ai d'abord fait des études de philosophie. J'ai enseigné la philosophie pendant un certain nombre d'années, et je me suis intéressé notamment aux questions des rapports de sexe sous une approche philosophique, sociologique. Et puis, petit à petit, j'en suis venu à m'intéresser aussi à toute la partie plus intime finalement des rapports de sexe, donc de la sexualité, du désir, de l'amour, du couple, et donc j'ai du coup fait des études d'un diplôme universitaire de sexologie où voilà, j'ai travaillé sur l'infidélité notamment, et maintenant je lis tout ça ensemble. Infidélité qui doit avoir de temps en temps un rapport avec la séduction. On en parlera dans cette émission, et je signale que vous êtes l'auteur de 150 idées reçues sur l'amour et le sexe chez First. Alors, 150, vous passez en revue, parce qu'on a regardé, mais vous passez en revue toute la sexualité. C'est pire que nous. Non, on a un mois pour en parler, mais alors vous, il n'y a pas un sujet sur la taille du pénis, toutes les idées reçues. Très drôle. C'est sur le fait que la Bible contient un texte érotique. Il nous en a parlé, Jean de la Fontaine. Vous nous en avez parlé. À propos de la fellation, pour tout vous dire. Ouais. Vous saviez ça? Ah, c'est sur la fellation. Moi, c'était sur le Cantique des Cantiques. Donc il y a au moins deux extraits. Il y a le mien et le vôtre. En fait, la Bible, c'est pas le livre qu'on croit. La Bible, c'est pas ce qu'on croit, voilà. Bon, en tout cas, vous qui nous écoutez sur RTL, si vous voulez nous parler de votre technique de séduction, nous dire ce que vous regardez d'abord chez les hommes ou chez les femmes, et qu'est-ce que vous recherchez à travers la séduction, et bien surtout, appelez-nous, un seul numéro, je le rappelle, le 3210, ou envoyez-nous un mail sur le site rtl.fr. Vous pouvez également nous joindre sur le site journaldesfemmes.com, le premier magazine féminin en ligne. Alors, est-ce que vous avez, comme d'habitude, des chiffres? Mais non, j'ai pas de chiffres ce soir. Alors? Non, j'avais pas envie ce soir, j'étais pas chiffre. Non, ce soir, j'ai plutôt envie de vous parler de la French Seduction.
Vous allez le dire mieux que moi, allez-y Michel. Après la French Connection, il y a Ouais. la French Seduction. Voilà, on va dire la séduction à la française, qui chez nous est un art de vivre, voire même une raison de vivre. Et c'est vrai que les hommes politiques français en sont d'ailleurs la meilleure illustration. Je voudrais vous raconter quelques petites anecdotes, notamment Kouchner, avant sa première visite à Madeleine Albright, ex-secrétaire d'État américaine, il lui avait fait envoyer un bouquet d'Edelweiss. Donc c'était charmant. Bon, je ne sais pas si c'était efficace, mais c'était plutôt mignon comme attention. Parce que Madeleine Albright, on peut pas dire que ce soit un canon de chez canon quand même. Oui, non, je pense que là, on va dire que c'était diplomatique. On va dire. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Ouais. Alors, il y a également Jacques Chirac, le serial baiser de main. Parce qu'avec Jacques Chirac, tout commence par un baise-main. Et pourquoi pas aujourd'hui ? Non, mais c'est un jeu de mots. C'est bon, laissez tomber. Excusez-moi, je suis pas très réactive ce soir. Tout commence par un baise-main et Angela Merkel pourra en témoigner d'ailleurs, puisqu'avec elle, il en a usé, voire abusé. Alors attention, parce que ce baise-main, c'est vrai, c'est une véritable arme diplomatique, mais en même temps, c'est tellement français. Et surtout, alors, le baise-main, comment on fait le baise-main ? Alors normalement, je crois qu'on ne doit pas toucher avec les lèvres les mains de la dame. Exactement, il faut effleurer, parce qu'une caresse un peu plus appuyée, ça peut signifier autre chose. Comme... en tout cas, c'est pas un baiser. Un baiser, mais pas que demain. C'est pas un baiser mouillé, en tout cas. D'accord. Oui, c'est pas un baiser mouillé. Il faut surtout, il faut vraiment effleurer les lèvres. Ouais, d'accord. Bruno Le Maire, également ancien ministre de l'Agriculture sous Nicolas Sarkozy, avait sorti un livre de mémoire. Et dans ce livre, il évoque sa femme qui lui caresse doucement le sexe. Et à une journaliste américaine qui lui demandait pourquoi cette scène de sexe dans un livre sur la diplomatie. Et il avait soupiré, les Américains avec votre puritanisme. Donc voilà, en France, flirter fait partie du job. Bruno Le Maire avait expliqué comment sa femme lui caressait l'objet dans un livre sur la diplomatie. Ouais, c'est spécial. Patrice confirme. Elle a raison. Oui. Bah oui, Véronique est bien informée. C'est vrai. Michel Simès. C'est vrai, c'est un livre dont on a parlé, qui a fait parler. Pour Bernard-Henri Lévy. Je suis passé à côté. C'est dommage. Heureusement qu'on est là, qu'on fait ce genre d'émission. Bernard-Henri Lévy, je le disais tout à l'heure en introduction, pour lui, la séduction, c'est la vie. Et dans une interview, il racontait que quand il trouve une femme belle, il lui dit, il est très spontané, très naturel. Et aux États-Unis, quand il était parti là-bas, il avait dû se réfréner parce qu'il avait dit un jour à une femme très sexy, il lui avait dit qu'il la trouvait effectivement très sexy et très belle, elle avait failli le gifler. Donc c'est vrai que notre mode de séduction très expressif n'est pas forcément apprécié partout. Enfin, on est moins expressif. On va sûrement en parler, mais on est moins expressif que certains de nos voisins quand même. Pas forcément, non. Si on fait un petit tour du monde, on arrive vraiment dans le peloton de tête avec les Italiens et les Espagnols. C'est le mythe parce que plus expressif du Latin lover. Plus expressif que l'italien, il n'y a pas quand même. Alors, on ne séduit pas de la même façon, en fait. Nous, apparemment, ce qui va plaire aux femmes, c'est notre galanterie, notre savoir-vivre. Voilà. Notre savoir-vivre. Oui, notre galanterie, votre savoir-vivre. Ça mérite de s'arrêter là parce qu'on va y revenir dans quelques instants. RTL, on refait la chose. Présenté par Michel Simès et Véronique Mounier. Et ce soir, dans On refait la chose, on parle de l'art de la séduction, parce qu'il paraît qu'il n'y a pas que nous qui séduisons, les Français. Mais on est quand même dans le peloton de tête, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a les Français, les Italiens, les Espagnols. Ce que je vous disais, c'est que les Français ont la réputation de plaire aux femmes grâce à leur galanterie, à leur savoir-vivre. Mais surtout, on est quand même l'inventeur du French kiss. Et ça, c'est véridique. Mais c'est quoi ? Parce que je pensais qu'on l'appelait French kiss comme on appelle la capote anglaise, alors que c'est pas forcément les Anglais qui l'ont inventé. Si ? C'est les Anglais qui ont inventé la capote anglaise. Oui, mais eux l'appellent la capote française. Voilà, donc le French kiss, c'est vraiment une invention française. Selon un chercheur néerlandais. Alors on va juste, attendez, pour ceux qui parlent pas anglais, qui connaissent pas. C'est avec la langue. C'est le patin, quoi. Oui, c'est se rouler une pelle. Vulgairement, c'est ça. C'est pas vulgaire. Quand tous les adolescents disent se rouler une pelle. C'est la compète de classe, en fait. On arrive, on était dans le SMAC du pré-ado. On arrive à l'adolescence et on commence. C'est plus chic le French kiss quand même, Oui, mais ça c'est French kiss à cet âge-là. Oui, c'est vrai. Non, mais je parle pas très bien le Jones, moi. Mais... Alors, selon un chercheur néerlandais du début du 19e siècle, l'expression baiser français viendrait d'un couple de Bretons, les Maréchins, on connaît même leur nom, qui passaient des heures à mutuellement explorer et caresser la cavité intérieure de la bouche de l'autre en y plongeant la langue le plus profondément possible. Voilà. On relèvera qu'une fois de plus, les Bretons ont œuvré pour le renom de la France. Mais c'est vrai. Au début de quel siècle ? 19e. Donc ça veut dire qu'avant le 19e siècle, on ne se roulait pas des pelles. On n'appelait pas ça le French kiss en tout cas. Ah mais on le faisait. Oui, on le faisait, surtout en France, je crois. Sylvain, oui, on le faisait. Notre historien de base. Oui, il le faisait sans doute. En tout cas, l'amour, au sens large du terme, était très connu en France de tout temps.
Et dans la période des Lumières, c'était le siècle des Lumières, il y avait ça. D'ailleurs, par curiosité, enfin, on aimerait bien savoir ce qui est passé par la tête des deux premiers qui sont. Enfin, c'est pas forcément quelque chose de très naturel d'ouvrir la bouche et puis d'avoir des contacts entre les deux langues. D'explorer comme ça. C'est quand même étonnant. Il paraît que ça remonterait à la préhistoire quand les mamans donnaient la béquille à leurs enfants parce qu'elles prémâchaient la nourriture et après elles le mettaient dans la bouche de leurs enfants. Oui, D'où mais là, c'est pas pour l'origine du nourrir. baiser profond. Ouais. C'est un baiser profond qui donne des sensations profondes. Voilà. En fait, c'est ça l'idée, ça te donne des vibrations normalement au niveau de tout le corps. Et c'est pour ça que certaines femmes, même des prostituées, peuvent tout faire lors du rapport sexuel, mais n'embrassent pas si elles n'aiment pas. Ne font pas de French kiss si elles n'aiment pas. Et puis dans la sexualité, quand même, ça commence par l'oralité. Dans la genèse, on va dire la psychogenèse de l'enfant, son premier organe de plaisir avec la succion, c'est la bouche. Hein. Alors si on continue un petit tour du monde, alors ensuite on va aller plutôt vers le nord. Alors les Allemands sont, je suis désolée, j'adore les Allemands, hein, mais sont pas les pros de la séduction. Mais en même temps, il paraît qu'ils sont très tendres et très affectueux en couple. Je crois que Patrice a une petite anecdote. Tous les défauts, hein, parce que vous les cassez tous les jours. Alors, non, c'est pas vrai. Si, hier non, vous avez dit que ça sentait j'adore pas bon. l'Allemagne, j'ai fait allemand première langue, donc vraiment, non mais voilà, c'est pas leur truc, ils sont. Non, c'était pas mon premier amoureux non plus. Hein. C'était mon premier French kiss, c'était pas avec un Allemand, je vous le dis tout de suite. Patrice, oui, vous aviez une petite anecdote à nous raconter par rapport justement à Oui, ça va m'obliger à parler de moi et de la personne qui partage ma vie. Mais chacun son tour. Hein. Il se passe que j'ai vécu 4 années formidables à Berlin et que au bout d'un mois, nous étions là. Ma femme me dit il y a un problème, j'ai un bouton sur le nez. J'ai dit non, tout va bien. Elle me dit non parce que ça fait un mois qu'on est là. Il n'y a pas un Allemand qui s'est retourné sur moi dans la rue, alors qu'à Paris c'est 10 fois par jour. Donc voilà, elle trouvait le comportement un peu froid. Moi qui je suis fâché avec tous mes amis allemands, mais c'est pas grave. Moi qui connais ma femme, ça prouve que les Allemands, votre femme, ça prouve que les Allemands ont du goût. Attention à ce qu'on dit. Hein. Alors en Norvège, en Norvège, il y a une coutume assez rigolote. Quand les femmes ont repéré un homme, pour le séduire, vous savez ce qu'elles vont faire ? Elles vont déposer un marteau sur le seuil de la porte de l'homme qui les attire. Faut être un peu bricoleuse. Quel est le symbole ? Je ne sais pas. Bien bricolé chez moi. C'est une coutume. Bien bricolé chez moi. Un marteau. Ah bah si vous êtes en Norvège ? Oui. Ah bah chers auditeurs, si vous êtes norvégien et que vous êtes capable de nous expliquer la symbolique du marteau devant la porte de la... Si ça se fait toujours et... C'est toujours dans le sens femme-homme. Bah, je l'ai trouvé pour femme-homme. Hein. D'accord. Peut-être que ça se fait et dans le sens aussi. Et l'homme, il dépose quoi ? Des clous ? Il vient avec son marteau. Voilà, parce qu'il y a les auditeurs d'RTL qui peuvent nous confirmer cette coutume. C'est l'ambassade de Norvège peut nous appeler. Alors, moi, j'ai des étagères à monter. On peut parler des Américains également. Alors eux, c'est beaucoup plus mystérieux et beaucoup plus complexe. Si vous êtes intéressé par un Américain ou une Américaine, là, il faut prendre son temps. Il faut y aller doucement. Il faut cerner la personnalité pour ne pas la choquer. Alors, je sais pas si vous avez fait des voyages linguistiques, mais moi, je me souviens quand j'avais 16-18 ans. Vous êtes très dans la langue. Hein. Oui, vous voyez le résultat. Je parle anglais comme une vache espagnole. Mais je sais pas si vous avez fait ça, mais moi, je me souviens quand j'étais arrivée là-bas, j'avais 16-17 ans et j'avais été très surpris parce que les Françaises avaient la réputation d'être des filles assez légères, aux mœurs faciles, et du coup, les garçons américains, il y allait vraiment franco, quoi. Alors, attendez, comme les Français avec les petites Anglaises, quoi. Hein. C'était un petit peu ça. Alors que les filles américaines, elles se la jouaient beaucoup plus puritaines, plus pudiques. Oh là là, non, attention, on m'approche pas comme ça, pas le premier soir. Bon, en revanche, après, une fois que le premier contact est établi, elles sont quand même beaucoup plus délivrées que nous. Hein. Les Américaines. Patrice, vous confirmez ? Non, mais les c'est une idée qui perdure. Hein, Patrice, qui a vécu dans le monde entier avec sa femme, va sûrement nous confirmer qu'aux États-Unis, elle se faisait mater par tout le monde. Non. Ce que je veux dire, c'est que... Vous êtes sûr que c'était avec sa femme, pas la vôtre? L'image de la femme française un peu facile, un peu volage, ça c'est une idée qui subsiste et qui perdure dans le monde entier, hein, et notamment aux États-Unis. Bah oui, moi c'était. Mais la nuance qu'il y a entre les femmes suédoises qui ont été les premières à être connues comme femmes légères, en fait elles n'étaient pas légères, c'est qu'elles faisaient l'amour facilement. Mais non, mais il y a une nuance. Il y a une nuance très importante, c'est que en fait elles ne sont pas très allumées par le sexe, quoi. Elles le font hygiéniquement. Mm-hmm. Et j'ai des patientes, entre autres suédoises, qui me disent c'est vrai que nous on le fait facilement, mais il nous manque le côté fun du français, quoi. De la française. Vous avez des Suédoises en consultation. On peut assister à vos consultations ou pas? Vous faites des consultations de groupe. RTL jusqu'à 23h, on refait la chose. Michel Simès, Véronique Mounier.
Et ce soir, dans On refait la chose, on parle de l'art de la séduction. Une séduction chez la femme qui commence avec les bijoux, les parures, et ça date... depuis la nuit des temps, en fait. Les femmes ont toujours porté des parures, se sont maquillées. Alors c'est vrai qu'après, les canons de beauté ont évolué au fil des siècles. Je sais pas... Notre historien en chef là va peut-être pouvoir nous le confirmer, Patrice Romden. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, par exemple, c'était plutôt les femmes minces. Oui. Je suis pas sûr qu'il était là au Moyen-Âge. Allez-y, continuez. C'était. Ce qu'on va faire, c'est que vous le dites et puis on confirme. D'accord, oui, je préfère parler sous couvert de Maître Romden. Les femmes minces avec un front très haut, donc elles s'épilaient les cheveux pour avoir un front très très haut et très bombé. C'était un des canons de beauté. Au 17e, 18e, on aimait plutôt les femmes bien charnues, aux poitrines généreuses. Et vous vous souvenez cette histoire de mouche? On portait une petite mouche et si elle était au coin de l'œil, je crois que ça voulait signifier qu'elles étaient plutôt disponibles. Il y avait une ouverture. Il y avait une ouverture possible. Au 19e, là, on aime plutôt les femmes qui ont mauvaise mine. Donc, on se fait des cernes sous les yeux, on se met une espèce de poudre un peu verdâtre pour se donner un air un peu neurasthénique et forcément romantique. Alors, aujourd'hui, docteur Meimoun, quels sont les canons de beauté ? Est-ce que, c'est vrai quand on voit les défilés, on voit plutôt des femmes très minces. Oui, mais si on regarde les deux modèles extrêmes, entre il y a, on va dire, une quarantaine d'années, la mode Twiggy, où elle était vraiment anorexique et où elle servait de modèle, jusqu'à Irène de la Fressange Inès de la Fressange qui était... C'est sa sœur. qui elle était déjà plus enveloppée, mais sans être trop enveloppée. Et aujourd'hui, c'est plutôt des femmes minces avec des formes, c'est-à-dire au niveau des seins. C'est pas les femmes rondes. Alors que si vous allez de l'autre côté de la Méditerranée, c'est plutôt les femmes rondes. Quand on dit le régime de la femme d'Afrique du Nord, c'est plutôt celle qui va vous faire grossir, quoi. D'où le succès, vous parliez des seins, d'où le succès de la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, exactement, c'est aberrant. Extraordinaire. David Simard, vous qui êtes psycho. Sexo. Cette folie de la poitrine artificielle, mais bon, aussi très belle, mais qui est quand même artificielle. C'est quoi? C'est parce que la femme est persuadée que ça va être son outil de séduction, ou c'est juste pour une raison de complexe par rapport à une poitrine qu'elle trouve peu attirante? En tout cas, c'est considéré comme l'un des outils de séduction, c'en est un. De fait, il y a quand même un certain nombre d'hommes qui... Oui, on verra ça tout à l'heure. Là, j'ai quelques chiffres à vous donner. Qui sont, qu'on le regarde, qu'on parfois du mal à regarder leur interlocutrice dans les yeux, toujours. Enfin, il faut dire qu'il y a des interlocutrices qui font tout pour qu'on leur regarde pas les yeux. Voilà. Quand une poitrine généreuse avec un décolleté jusqu'au nombril, c'est un peu compliqué. Sauf que la force, c'est de montrer que vous regardez les yeux, justement. Voilà. Mais j'ai pas de force. J'ai aucune force. Et là, on marque déjà un point dans le processus de séduction. Voilà, exactement. Enfin, ça demande beaucoup d'efforts. Et donc, je propose d'aller. Oui, excusez-moi. Donc il y a ça fait partie des atouts de séduction. C'est quand même culturel, comme donnée. C'est pas quelque chose qui est identique dans tous les pays à travers les âges. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a quand même, encore une fois, ce côté par rapport à la poitrine, de la tétée. On passe tous à peu près par là. Bon, après, il y a le biberon, alors ça vient. Mais enfin, il y a quand même toujours ce côté de l'oral. Voilà. Disons qu'on regarde moins les biberons des femmes quand elles nourrissent leurs enfants ou quand soi-même on donne le biberon. Mais donc ça fait partie effectivement des atouts. Mais il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres comme les cheveux, comme les fesses, ça, on va la voir taille, tout à l'heure. etc. Rappelez-vous la tétée dans les valseuses. Est-ce que vous vous rappelez quand oui, c'est vrai, quand elle nourrissait son enfant et qu'il y avait les deux compères, Patrick Devers et Gérard Depardieu. Je vous propose d'aller à Mulhouse. On va pas aller de l'autre côté de la Méditerranée, mais on va aller à Mulhouse parce que nous avons Oriane qui est en ligne avec nous. Bonsoir Oriane. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur RTL. Alors vous êtes devenue, si j'ai bien compris, une grande séductrice. Oui, si on veut. Non, on va pas dire. En tout cas, vous avez beaucoup de succès auprès des hommes, non? Un petit peu, voilà. Racontez-nous votre histoire. Ça va jamais forcément très loin, mais c'est en gros, pour résumer, au départ, j'étais quelqu'un qui était assez complexé, mal dans sa peau, et au fur et à mesure, j'ai appris un peu à me prendre en main. Et pourquoi vous étiez complexé, mal dans votre peau? Qu'est-ce qui vous complexait essentiellement? Disons le fait que j'ai justement des formes. On parlait des canons tout à l'heure là, donc moi je suis plutôt quelqu'un d'un peu rond, et donc je me sentais mal vis-à-vis de ça. Je me disais je ne plairais jamais à personne, voilà. Est-ce que c'était le cas? Oui, étant jeune, oui. C'était assez le cas.
Et quand on en est persuadé, en plus, du coup, on renvoie pas une image positive aux autres, quoi. David Voilà. Simard. Voilà, et du coup, j'étais timide, mais à ma manière, c'est-à-dire que j'en faisais trop. Et donc je me lâchais trop, je riais beaucoup, je faisais le clown, etc. Vous vouliez vous faire remarquer autrement. Vous occupiez le terrain. Voilà. Mais Vous pas avez forcément lu, dans hein. la séduction féminine, en Vous fait. avez vu, je pourrais presque être comme vous, psychosomaticien. Exactement. Continuez, Oriane, pardon. Voilà. Et, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne attitude parce que du coup, on devient l'ami de tout le monde, une bonne copine. Mais pas la petite amie. Voilà, pas la petite amie, ça ne marche pas. Et avec le temps, aussi à force d'aller un peu sur des forums, sur des sites internet, de discuter avec des personnes un peu dans le même cas que moi, et puis aussi mon entourage m'en parlait beaucoup, j'ai aussi un peu appris à me calmer, à calmer le jeu et à devenir plus féminine. Vous êtes habillée différemment, Voilà, un petit peu plus, on va dire sexy, plus normal et moins garçon, tout simplement un petit peu moins masculin, plus féminine et puis pas forcément en portant des choses très moulantes ou sexy ou attirantes, mais plutôt simplement féminine, simplement en mettant un jean qui soit pas hyper large avec des baskets, mais des talons et puis quelque chose d'un petit peu plus cintré, quoi. Et alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Zorro est arrivé, là. C'est Zorro avec un S, alors, hein. Et ensuite, de fil en aiguille, en fait, j'ai eu un premier copain où la période où ça allait un petit peu mieux dans ma peau. Et puis, chaque fois que je me sentais justement dans cette que je me sentais bien dans ma peau, justement, que je m'habillais de cette manière, que je me calmais un petit peu et que j'étais plus mystérieuse, on va dire, j'attirais un petit peu plus le regard des hommes qu'avant. Et donc, j'en ai conclu que c'est aussi l'attitude qu'on a, ce qu'on essaie de faire passer comme message à travers son corps qui fonctionne aussi au niveau de l'attirance vers les hommes, quoi. Et en matière de psy, on parle beaucoup d'estime de soi et apparemment le fait que vous ayez pris confiance en vous vous a donné une estime de vous-même plus importante et c'est ça aussi qui a fait que vous osiez plus même affronter le regard des hommes. Voilà, c'est ça aussi. On se sent moins regardé comme un objet de foire. Bon, j'exagère, c'était pas à ce point-là, mais on se sent plus regardé comme quelqu'un d'attirant et une femme féminine, voilà. Mais ça se travaille et puis à l'heure actuelle, c'est encore pas au point, pas du tout. Mais j'ai des périodes où ça va mieux et effectivement, les périodes où je me sens bien dans ma peau, c'est les périodes où en général j'attire le regard. Vous restez avec nous, Oriane. On va se faire une petite pause musicale et puis on vous retrouve juste après. RTL jusqu'à 23h, on refait la chose. Michel Simès, Véronique Mounier. Et ce soir, dans On refait la chose, nous parlons de l'art de la séduction avec nos deux invités, David Simard, philosophe et psychosexologue, et Sylvain Mimoun, qui fait toujours un peu de tout dans le domaine. Il est polyvalent. Multicarte. Multicarte, tout terrain. Et nous avons Oriane avec nous. Oriane, vous êtes toujours là? Oui. Voilà, qui nous appelle de Mulhouse. Il y a Patrice qui aurait une question à vous poser. Si vous permettez que Patrice vous parle, Oriane. C'est grave. Non, mais vous savez, ces phrases sont pas toujours faciles à comprendre. On est là pour vous aider. D'accord. Non, même nous, on les comprend pas toujours. Oriane, vous disiez tout à l'heure sur RTL que vous vous faisiez remarquer il y a longtemps et du jour où vous avez mis un bémol, vous êtes moins fait remarquer. Ça s'est mieux passé côté séduction. Est-ce que vous avez pris conscience que peut-être une femme pour séduire a besoin de garder un minimum de mystère? Oui, j'ai pas pris conscience forcément toute seule, mais on me l'a souvent répété. C'était surtout ça. Et avec le temps, je m'en suis rendu compte, a posteriori, quoi. Donc c'est vrai que c'est lié. Mais ce qu'on appelle David Simard. Ce qu'on appelle le mystère, en fait, c'est justement cette part dans l'érotique, enfin la dimension érotique de quelqu'un, c'est cette part qui ouvre la porte à l'imaginaire et au rêve. Et ça, c'est fondamental pour susciter le désir. Dans ce qu'on parle de l'art de la séduction, cette ouverture sur l'imaginaire et le rêve, c'est vraiment fondamental. Mais de façon concrète, ce mystère, c'est quoi? Être mystérieux pour une femme, faut pas tout donner, faut pas tout lâcher tout de qu'est-ce suite. qu'il faut dire, ne pas dire, pour commencer comment une être, phrase, comment c'est ne l'autre pas qui va la être. continuer plutôt que de tout lui donner, tout lui mâcher, c'est de le laisser venir, quoi.
c'est le manque qui crée le désir en fait. Et à partir du moment où il y a ce manque, les choses peut-être se passeront autrement. Quoi. C'est-à-dire que si, là je parle en tant qu'homme, si vous nous donnez, Michel. si vous, oui. Précisez parce Non, que je préfère j'aurais pu me préciser. tromper, oui. Parce que Après, il parlera en tant que femme. si quand on vous drague, vous nous dites tout en 1 heure, toute votre vie, et que en 2 heures vous êtes toute nue, le mystère, il y en a plus. Et forcément, la séduction est agit moins. Mais alors les femmes qui ont tendance à tout raconter comme ça en 1 heure, comment on peut l'expliquer ? C'est un manque de confiance en soi, parce qu'on le sait inconsciemment qu'il faut pas tout raconter, il faut se dévoiler petit à petit. Elles peuvent remplir le terrain parce qu'elles sont anxieuses et elles se disent je vais combler l'espace, mais c'est moins efficient, C'est-à-dire moins que efficace. le désir, comme le disait Sylvain, il faut le manque. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont du mal avec le manque parce qu'ils le vivent comme du vide. Et donc, ils ont besoin de remplir les choses, l'espace sonore, la conversation. Et du coup, il y a plus cet espace-là qui permet au désir de prendre place. Bon, en tout cas, Oriane, vous n'êtes pas en manque côté petits amis, parce que vous êtes très modeste. mais je sais que depuis que vous avez changé votre façon d'être, de vous habiller, etc., vous avez beaucoup de succès auprès de la gente masculine. Oui, voilà, comme dit, ça peut aller. Je vais pas donner de chiffres, parce que ça reste entre nous. Mais en tout cas, bravo. Vous voulez que je le donne moi ? Parce que moi, je l'ai sur l'affiche. Non, ça reste entre nous. Oriane, Gardons le mystère. Voilà. Oriane, juste un mot. Maintenant que vous êtes, disons, une séductrice, sans être dans le pathologique, une séductrice, est-ce que vous arrivez à cerner facilement quand un homme est un vrai séducteur ? Oui, on va dire, mais ça se voit à 2 kilomètres, quoi. Ça, et comment vous le repérez, un séducteur, un chasseur ? Au regard, et puis c'est des gens très directs. En général, ils prennent pas des pincettes. Et qu'est-ce que vous faites ? Comment vous réagissez en général ? Là, en général, je fuis. Oui, vous fuyez, d'accord. On est d'accord. Ça dépend s'il lui plaît ou non. Peut-être. Non, je fuis. C'est pas... Cela dit, il y a des femmes qui disent, en parlant de tel ou tel homme, en disant, je voyais dans son regard, lui m'a fait peur, parce qu'elle le sentait trop direct, et il avait beau être beau gosse, etc. Elle n'aimait pas ça. Il ne faut pas déshabiller les femmes du regard. Voilà. Donc c'est comme une femme, quand un homme en fait trop, c'est pas bon non plus, ça nous fait peur, ça nous fait fuir. Voilà, exactement. Oriane, en tout cas, si je peux me permettre en tant qu'homme, vous avez une voix très chaude et très séduisante. Voilà. Et si le reste va avec, je comprends que vous ayez une vie formidable, et merci 1000 fois d'avoir appelé RTL. Oriane, quel séducteur ce Michel quand même. Oui, d'accord. Je garde votre numéro, Oriane, je l'ai sous les yeux. Moi, je ne fais que laisser les points de suspension pour que on laisse rêver tout le monde. Patrice voudrait vous dire quelque chose aussi. Vous avez beaucoup de succès ce soir. Et un joli prénom aussi, parce que le prénom peut entrer, être important dans vous allez nous dire ça, Patrice. Bon, en tout cas, merci. Merci, Oriane. Merci. Alors Patrice, au revoir. Patrice, les prénoms qui cartonnent. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été faite par des linguistes américains en 2004, ils expliquent que le prénom est une arme de séduction. Moi, je suis mal barré là. Ils ont publié sur Internet des photos avec des prénoms. Ils ont demandé aux internautes de voter pour les plus sexy, puis ils ont recommencé en échangeant les prénoms. Et on s'est aperçu que la sonorité d'un prénom était essentielle dans l'attractivité d'une personne, et que c'est les prénoms qui étaient plus importants finalement que les photos. Alors les voyelles semblent jouer un rôle central dans toute cette affaire, mais c'est différent selon le sexe. Les voyelles longues, alors c'est pour ça que je parlais de Oriane tout à l'heure, les voyelles longues avec les sons arrondis, ça permet à une femme d'avoir plus de succès. En gros, pour simplifier, Corinne, ça marche mieux que Brigitte, quoi. D'accord. Et le prénom qui se termine en ic. Mais il faut pas dire ça, Véronique, parce que dans votre prénom, il y a au moins une syllabe qui est très sympa. Oui, on pense à la même. D'accord, non, mais. Non, je sais pas si on pense à la même. Je savais que vous la feriez un soir. Ça fait Ce soir est arrivé. C'était obligé. C'était très intéressant, Patrice. Merci beaucoup. On va écouter. Etta James ce soir sur RTL. Restez avec nous et continuez à nous appeler comme Oriane au 3210. À tout de suite. RTL, on refait la chose. Présenté par Michel Simès et Véronique Mounier. Et ce soir, nous parlons de l'art de la séduction avec nos deux invités, David Simard, philosophe et psychosexologue, Sylvain Mimoun, sexologue entre autres, et bien sûr toujours avec Véronique Mounier et Patrice Romden. Et justement, Patrice, quand on aborde l'art de la séduction, vous posez la question dans la rue aux gens. Oui. Un nom, un seul qui vient à l'esprit, Casanova.
Giacomo Casanova. Alors un grand voyageur, une figure de la société vénitienne, en fait de Venise à Paris, de Vienne à Madrid, il semble qu'aucune femme ne lui ait résisté. Dans ses mémoires, il se vante d'en avoir possédé 122, jeunes demoiselles ou femmes mûres, servantes ou dames du monde, aventurières ou fausses ingénues, sans oublier quelques nonnes égarées ou encore Marguerite la borgne vérolée. Alors 122 femmes, vous me direz seulement, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas Mythique, il n'y avait pas les boîtes échangistes, il n'y avait pas tout ça, quoi. Alors, vous avez lu les mémoires... Non, c'était à moi, Michel. Alors, attendez. Mettez-vous d'accord. Si vous vous réveillez, vous faites vos trucs. Mais... J'étais tout à fait réveillée. Oui. Alors, vous avez lu les... Il est macho parfois, celui-là. Vous avez lu les mémoires de Casanova. Donc, il avait une recette, Patrice Robles. C'est bien malin. Ça tombe un peu à plat, bien malin. Non, qui peut dire. Vous permettez que je parle avec Véronique Dejean? C'est bien. C'était bien dit. C'était très très bien. C'était très bien. Ce que je fais, c'est que la prochaine c'est moi et après vous faites la suivante. Okay. Très bien. Patrice, donc réponse à la question. Très clairement, c'est assez compliqué de dire il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. Cela dit, quand on lit effectivement les mémoires de Casanova, c'est assez riche d'enseignements et on peut faire ressortir les lignes de force de sa tactique. Alors primo, le séducteur est un beau parleur. L'un de ses contemporains, le prince de Ligne, considéré comme l'un des mémorialistes du XVIIIe et lui-même grand séducteur, disait de Casanova: il n'y a que les choses qu'il prétend savoir qu'il ne sait pas. Traduction, c'est un gros pipoteur. Voilà. Alors ça lui donne du charme, d'autant que c'est le roi de la périphrase qui fait mouche. Il faut savoir que Casanova ne trousse pas, il donne des marques de son amour. Casanova n'embrasse pas, il inonde de ses ardents baisers. Casanova ne copule pas, il se livre à toutes les voluptés. Casanova ne culbute pas, il fait expirer d'amour et de bonheur. Casanova ne drague pas, il moissonne dans les champs fertiles de l'amour. Pour lui, en fait, l'amour est un spectacle auquel il convoque les mots et les émotions. Et ça parle aux femmes. Les femmes sont très sensibles à ça. Ah oui, à l'époque. Mais alors, qu'y a-t-il encore d'autre aujourd'hui, je pense. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre dans ce qu'on pourrait appeler la tactique casanovienne? Alors, primo, grand pipoteur. Secondo, le séducteur est déculpabilisant et déculpabilisé. C'est-à-dire que Casanova lui-même disait rien de tout ce qui existe n'a jamais exercé sur moi un si fort pouvoir qu'une belle figure de femme. C'est donc ce qu'il écrit dans ses mémoires. On ne peut pas lui reprocher d'avancer masqué. Et alors, non seulement il ne culpabilise pas, mais en plus, il excelle à déculpabiliser la femme qu'il convoite. C'est-à-dire que quand il lorgne une femme mariée, eh bien, il la convainc que son seul devoir, au fond, c'est d'éviter qu'il y ait le moindre doute sur la descendance. Après, tout le reste n'est que bagatelle, juste une passade. En gros, s'il n'y a pas d'enfant, ça compte pas, quoi. Alors, on a aussi l'image d'un Casanova malin, astucieux, à la limite de la roublardise. Oui, il n'a pas son pareil pour repérer le point faible d'une femme et l'exploiter. Et il y en a une qui va la prendre à ses dépens. C'est une veuve excentrique, passionnée d'occultisme, la dénommée Madame d'Urfé. Alors, c'est une femme richissime, elle se pique d'entendre des voix et de communiquer avec l'au-delà. Donc, Casanova lui fait miroiter une chose à laquelle, en fait, aucune femme ayant dépensé la cinquantaine ne peut rester indifférente: la jeunesse éternelle. Plus précisément, il se targue d'être capable de la faire renaître dans un nouveau corps. Donc pour ce faire, il a évidemment besoin de voyager pour affiner ses recherches. Et qui va financer les déplacements? Eh bien, c'est maman. Madame d'Urfé fournit à Casanova les adresses, les lettres de recommandation, etc. Il est reçu comme un prince un peu partout dans le monde. Et Casanova est malin, c'est-à-dire qu'il ne demande jamais d'argent à sa protectrice. En revanche, il en accepte volontiers les dons, souvent des bijoux. Alors, la guignolade va durer pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour, Madame d'Urfé, qui se voit un peu vieillir, ordonne à Casanova de procéder enfin à la fameuse régénération. Et Casanova lui dit pas de problème, à condition de suivre la procédure. Elle dit oui, mais c'est quoi la procédure? Bien, il faut en passer par une partie de jambes en l'air, à laquelle évidemment l'incrédule va se livrer sans retenue. Et voilà comment Casanova en fait rajoute une ligne à son CV de séducteur, cependant que à l'époque tout Paris se gondole de rire, évidemment. Alors, pour ceux qui nous écoutent ce soir, les auditeurs d'RTL qui voudraient devenir Casanova, les recettes. Alors, on résume: un charme qui repose sur une grande maîtrise de la langue, celle que l'on parle, bien sûr, je précise, la capacité à repérer le point faible de sa proie, et enfin une absence totale de scrupules ou de culpabilité. D'ailleurs, à propos de l'affaire de Madame d'Urfé dont je viens de vous parler, Casanova est persuadé que si cette Madame d'Urfé n'avait pas été trompée par lui, elle aurait cherché à l'être par quelqu'un d'autre. Il se justifie d'ailleurs dans ses mémoires. Il dit: je me donnais la préférence parce qu'entre un inconnu et soi, c'est toujours soi que l'on préfère, et puis parce que je savais qu'en profitant de la folie de cette dame très riche, eh bien, je ne faisais positivement de tort à personne et que je me faisais en fait beaucoup de bien. Donc en fait, Casanova, c'est le type sympa qui rend service, quoi.
RTL jusqu'à 23h, on refait la chose. Et ce soir, dans On refait la chose, on parle de l'art de la séduction, toujours avec nos deux invités, David Simard, philosophe et psychosexologue, et Sylvain Mimoun, que vous connaissez bien. Sylvain, une petite réaction par rapport à ce portrait du plus grand séducteur de tous les temps, enfin, du moins en littérature, mais Casanova. C'est qu'aujourd'hui encore, il existe des grands séducteurs qui n'ont pas écrit de livres, mais qui sont de vrais séducteurs parce qu'ils ont appris sur le terrain comment, j'ai envie de dire, séduire, mais parfois c'est embobiner leur proie, entre guillemets, celle qu'ils veulent. Il y a des hommes aujourd'hui qui se disent, de toute façon, aucune femme ne peut résister si on veut la voir. Alors, et quand on les entend, donc moi j'interroge les gens quand ils me disent qu'ils ont une méthode sûre. Dites toujours. La martingale. Voilà. Il y en a sur Internet même. Il y a des sites là-dessus. Et donc, en tout cas, ce que les femmes retiennent, et c'est ce qu'elles disent répétitivement, c'est s'ils les écoutent, quelqu'un qui ne fait que parler, c'est pas une bonne chose. Il faut d'abord les laisser dire. Une fois qu'elles disent, elles sont en relâchement total, si je puis dire. Elles sont dans la confidence. Elles sont dans la confidence, elles commencent à se sentir bien, et d'ailleurs, on peut même en faire des blagues, en disant, elle parle tout le temps, elle dit, il est vachement intéressant. Ouais. Voilà. Bon. Et la deuxième chose, c'est que, s'il parle, c'est pas pour parler de lui, c'est simplement pour l'envelopper avec des mots. Il la caresse avec des mots. Comme c'est joliment dit. Et une fois qu'il la caresse avec des mots, elle a relâché un peu la méfiance, on va dire. Si en plus il y a un sourire, un tant soit peu agréable à regarder, ben ça facilite. Mais les yeux vivants, c'est très important, et le rire capital. Le rire, pas la grosse blague. La femme. Oui, mais la connivence, un humour qui enduit de la connivence. Mais c'est tout vous, ça, Michel, en fait. Mais j'étais en train de me demander pourquoi il me regardait comme ça. C'était incroyable. Rire les femmes, le regard qui frise. Voilà. C'est un peu vous, ça. Mais oui, mais c'est vrai que c'est très étonnant ce que vous venez de dire, Sylvain. Non, mais une femme qui parle, c'est une femme qui ouvre un peu son intimité. Vous, Patrice, vous êtes un vrai séducteur. Non, moi je suis un apprenti, moi je suis un stagiaire. Mais alors, la question c'est pourquoi est-ce qu'il y a pour des hommes, ils ont une vraie facilité à séduire, et pourquoi pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué. Alors si on voulait faire de la psychanalyse de prise unique, je dirais que c'est si on a été aimé tôt, c'est-à-dire petit, peut-être qu'on a assez confiance en soi pour pouvoir séduire les autres. Valoriser par sa maman, si la maman dit à son enfant, à son petit garçon, alors si elle a trop aimé, elle va l'étouffer. Attendez, si on parle de la maman, on va demander à David Simard. Ça a l'air d'être un spécialiste. Ça commence, la séduction, ça commence à la naissance en fait, puisque c'est là qu'il y a. Vous êtes pédiatre en fait, non? Non. À chaque fois on pose une question, vous ramenez. Oui, à chaque fois je ramène à l'enfance, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce moment-là. Et effectivement, la séduction, Freud a fait d'abord une théorie de la séduction avant de faire sa théorie de l'Oedipe. Donc ça se joue dans l'enfance. On va reparler d'Oedipe tout à l'heure. Oui. Mais vous qui nous écoutez ce soir sur RTL, vous l'avez compris, on refait la chose ensemble et nous parlons de séduction. Et après les infos, nous passerons aux travaux pratiques. Oui. Je pense. On va séduire les uns les autres. Voilà, on va séduire les uns les autres, on va voir les petits trucs qui marchent, etc. Donc continuez à nous appeler en tout cas au 3210 ou à nous envoyer des mails sur le site rtl.fr. RTL jusqu'à 23h, on refait la chose. Présenté par Michel Simès et Véronique Mounier. Et ce soir dans On refait la chose, on parle de l'art de la séduction, un art que maîtrisait parfaitement Casanova, et on parle de la séduction avec Véronique, avec nos deux invités, David Simard, philosophe et psychosexologue, Sylvain Mimoun, entre autres sexologue, Patrice Romden, notre alibi culturel, et Véronique. Et avec vous, bien sûr, auditeurs de RTL, continuez à nous appeler au 3210 ou nous envoyer un mail sur le site rtl.fr ou à nous contacter sur le site journaldesfemmes.com, le premier magazine féminin en ligne. Alors, juste avant les infos, c'est vrai qu'on s'interrogeait pourquoi certains ont de vraies facilités à séduire, pourquoi pour d'autres c'est très compliqué, voire même un véritable sacerdoce. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il existe un gène de la séduction ? David Simard. On veut mettre des gènes un peu à toutes les sauces concernant les comportements humains et notamment les comportements sexuels et amoureux, parce que alors le corps ça joue évidemment, ça dans la sexualité c'est indéniable, les hormones etc, évidemment que ça joue. Maintenant de vouloir ramener l'explication des comportements simplement à des gènes, là je pense que il y a une espèce de fantasme qu'on va tout contrôler en fait dans un domaine où on contrôle pas grand chose.
avec vous, mais si je vous pose cette question, c'est parce qu'en fait, je suis tombée sur une étude australienne qui montrait que la séduction, l'attirance des hommes vis-à-vis des femmes serait liée à des gènes de notre système immunitaire. Il s'agirait des gènes de CMH. Donc, pour vous la faire courte, en fait, les femmes qui auraient les gènes CMH les plus diversifiés étaient aussi celles qui auraient le plus grand nombre de partenaires sexuels et surtout qui auraient le plus grand pouvoir de séduction. Alors pourquoi ces femmes-là? Alors, il y a effectivement plusieurs hypothèses. On peut dire que plus ces gènes immunitaires sont diversifiés, plus ces femmes seront résistantes à la maladie. C'est bien connu, les hommes vont chercher une femme capable de leur faire une descendance en Donc, bonne santé. toutes les malades, les pauvres, elles sont célibataires. Et c'est... Bah oui, et c'est faux. Non, mais comme vous le disiez, c'est effectivement très très réducteur. Mais ces gènes, surtout, pourraient aussi avoir un impact sur l'odeur corporelle et les traits physiques. Donc, justement, on peut parler des odeurs qui jouent aussi un rôle important dans la séduction. Oui, les odeurs, ça joue un rôle, effectivement. Qu'il y a un tactile de la peau. Voilà, et qu'il y a un lien entre les gènes et les traits physiques, ça, oui, je pense que, c'est indéniable. Mais alors, les odeurs... Excusez-moi, Michel. Non, je vous en prie. Non, Véronique. allez-y, après vous. Vraiment, je vous en prie. Ah non, les odeurs, c'est pas mon domaine, je voulais parler d'autre chose, donc allez-y. Mais on va continuer à parler des odeurs avec Bernard qui est avec nous ce soir sur RTL. Qui sera avec nous dans quelques instants. Le Revet, les eaux. Ah, il n'est pas tout de suite. Alors, on va l'avoir dans quelques instants. Alors, Bernard. je reviens donc sur les gènes et on parlera des odeurs dans un instant. Ce qui est peut-être plus intéressant, si on devait avoir ou découvrir des gènes. D'abord, je me demande s'il y a des chercheurs dans le monde. Je vois mal au CNRS ou à l'INSERM des chercheurs s'intéresser aux gènes de la séduction. Enfin, sur le plan médical, ça n'a strictement aucun intérêt. Mais admettons, la séduction pathologique. Il y a des séducteurs pathologiques. Est-ce que là, on peut estimer qu'il peut y avoir un petit dérèglement, soit cérébral, soit génétique, soit... C'est sans doute ça qu'ils cherchent. Ouais. En fait, quand ils cherchent le gène de la séduction, ça serait l'hyperséduction, c'est-à-dire en fait fonctionner en circuit fermé, pas du tout pour séduire, mais simplement pour avoir. Ce qui est pas c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on veut avoir l'autre, quelle qu'elle soit. On parlait tout à l'heure de Casanova, d'avoir celle qui était vérolée. Il fallait toute catégorie de femmes. Il n'y avait pas de limite. C'est pas que les belles, c'est pas que les jeunes, c'est pas que les séduisantes. Oui, là, on est dans l'abattage, c'est la quantité. Voilà. Ouais. Et là, et quand il y a du pathologique, on peut être dans l'abattage. Patrice. Est-ce que le séducteur consomme systématiquement? Non. Le vrai séducteur, ce qui l'intéresse, c'est la séduction. Et une fois qu'il a eu ce qu'il veut, de passer à l'acte, c'est secondaire. Alors, je sais pas si on peut dire le vrai séducteur, parce que c'est dommage que le vrai séducteur soit celui qui, en fait, consomme pas. En fait, je pense que quand on est dans l'abattage, comme on disait tout à l'heure, c'est que en réalité, il y a quelque chose où on n'est plus dans la séduction, c'est-à-dire c'est plus le désir qui est à l'œuvre, c'est un espèce de besoin. Il y a un besoin irrépressible, d'obtenir. Voilà, des jeux de consommation en fait, et la séduction, c'est dans le temps. En fait, ça prend du temps la séduction parce que le désir, ça prend du temps. Et là, quand on est dans l'abattage comme ça, il faut que ça aille vite. C'est une forme de pouvoir aussi. Oui, c'est une forme de pouvoir, bien sûr. Sur l'autre. C'est une forme de pouvoir, c'est une forme d'emprise, de manipulation. Tout à l'heure, Patrice disait que il y avait 122 femmes mais que aujourd'hui avec Internet, pour Casanova, alors que dans la situation actuelle, 122 femmes, ça pourrait paraître pas beaucoup. Quand on voit que faut y arriver quand même. Non, mais certains acteurs qui ont fait parler d'eux, et qui parlaient de 3000 femmes. Bon, sauf qu'ils sont pas dans le même contexte. C'était leur métier. C'était leur métier. Oui, mais même lui, c'était son métier. On va dire, il a passé sa vie à écrire là-dessus. Il y a une biographie de Mick Jagger qui sort ces jours-ci, où on apprend qu'il a eu 4000 conquêtes, par exemple. Donc ça donne effectivement. Voilà, on est dans un autre contexte. Quand je parlais tout à l'heure de vrai séducteur, c'est plutôt il y a celui qui a envie de séduire et celui qui a envie de faire l'amour. Et c'est pas obligatoirement le même. David Simard, quand vous voyez quelqu'un qui vient, qui est un séducteur pathologique, voilà, qui a besoin en permanence de séduire, qu'est-ce qu'on recherche quand on est un peu psy? On va essayer de chercher pourquoi. Qu'est-ce qu'il a besoin de remplir? Qu'est-ce qu'il a besoin? Est-ce qu'il a une angoisse derrière tout ça? Un besoin de plaire, de se rassurer parce qu'on le regarde, parce que... il peut y avoir plusieurs raisons en fait. Il y a effectivement le chercher à se rassurer. Chercher, c'est narcissique en fait. C'est d'avoir une réassurance narcissique, de multiplier comme ça les conquêtes. Ça peut aussi être
c'est un peu plus tordu. Le fait que finalement, par rapport à l'enfance, j'en reviens sans être pédiatre à cette enfance, que finalement a été inscrit dans la relation avec sa maman, le fait que la seule femme de sa vie c'était sa mère. Et par conséquent, mais en même temps qu'il y a un interdit qui pèse, l'interdit de l'inceste qui pèse vis-à-vis de sa mère. Donc il peut se rejouer dans cette quête des femmes, à la fois le fait de conquérir finalement cette mère interdite à travers toutes ces femmes, et en même temps, comme il y a que sa mère qui est la femme de sa vie, à chaque fois ça n'aboutit pas, enfin ça va pas plus loin. Vous avez raison, c'est tordu. C'est vrai que c'est tordu. Voilà. On sent bien. Mais le psychisme, c'est tordu. Sylvain, même interprétation. Oui, non, mais ça, c'est une interprétation classique, mais qui est valable. Ça, c'est une façon de vous dire qu'il n'est pas d'accord avec vous. Il est très confraternel, hein, c'est formidable. C'est valable ce que vous dites, David Simard. C'est pas inintéressant, même, mais c'est complètement faux. Bon, je me tais. Patrice. Non, mais est-ce que ce sont les mêmes ressorts, les mêmes leviers qui fonctionnent lorsqu'on a affaire à une femme séductrice? Parce que là, vous parlez de l'enfance, le rapport à la mère avec un homme. Oui. La femme, c'est rapport au père ou c'est rapport à la mère aussi? Ça peut être. Alors, habituellement, c'est plutôt rapport au père. Mais la femme aussi a une mère et elle veut séduire sa mère, et elle veut. Combien de femmes sont malheureuses parce qu'elles ont l'impression que leur mère ne les aime pas, n'ont pas aimé. Elles ont aimé leurs frères, leurs sœurs, etc., et pas elles-mêmes. Et donc elles vont être dans la recherche de réassurance, c'est-à-dire que chaque nouvelle conquête va les rassurer, mais momentanément seulement, et jusqu'à la prochaine fois. Et donc il faut recommencer sans arrêt cet ouvrage. Freud, si tu nous écoutes, on se retrouve après un petit peu de après musique, ces débats psychanalytiques, nous allons écouter Laurent Voulzy et Véronique Jeannot, Désir, et on retrouvera Bernard juste après ça. À tout de suite. Michel Simès, Véronique Mounier, on refait la chose sur RTL. Et ce soir, on fait la chose en parlant de l'art de la séduction. Et Véronique, vous avez retrouvé Bernard. Oui, on a Bernard au 3210. Bernard qui habite dans le Var. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis Bernard. Bienvenue sur RTL. Bah oui, tout à l'heure, je me suis un peu trop avancée. Alors pour vous, le toucher de la peau, c'est très important dans la séduction, c'est ça? Ah oui. Pour moi, c'est très important. On en parle très peu pourtant, et pourtant, c'est très important dans la sexualité, toucher de peau. Mais dans la sexualité et dans la séduction, par exemple, dans les phases avant de passer à la sexualité, vous, pour pouvoir apprécier une femme, vous devez quoi? Lui prendre la main, sentir sa peau, sans aller jusqu'à la sexualité? Non, ça c'est même déjà lorsque vous rentrez en discussion avec la personne. Déjà, vous regardez le visage. Voilà. Déjà, vous voyez. Déjà, je vois un peu le grain de chapeau, le grain de peau. En fait. Et puis après, on peut après par la suite, on se tient la main, on peut à la limite si on rentre en relation, flirter, tout ça. Ça apporte, voilà. Vous voyez, là, ça m'apporte. Disons, vous savez, c'est de l'électricité qui passe, quoi. Mais quand on touche, puisque nos peaux correspondent. Ah, vous avez besoin de savoir s'il y a si finalement en se touchant la peau il y a une alchimie. Mais avant de parler même des caresses ou du contact direct avec la peau, si je vous entends bien, quand vous voyez une femme et que vous éprouvez quelque chose, vous faites un bilan dermato. Oui. Non, je vais pas faire un bilan dermato, mais ça fait partie de mes critères, quoi. Voilà. Au départ, ça fait partie de mes critères. Et il faut qu'elle soit comment cette peau alors quand vous la regardez? Fine, vous savez. Fine. Un bilan cosmétique. Oui, mais même à la limite, même pas maquillée, ça me dérange pas. C'est comment vous dire, ça fait ressortir vraiment sur son visage, ça fait ressortir. Je sais pas comment vous dire ça exactement. Ça fait sortir une certaine lumière, vous voyez. Et quand vous étiez Bernard, quand vous étiez adolescent, enfin, vous avez toujours attaché beaucoup d'importance à la peau des femmes que vous rencontriez, même adolescent déjà, vous étiez attentif. Peut-être qu'adolescent, inconsciemment, peut-être. Je vous dis inconsciemment, vous savez, quand on est jeune, tout ça, il y a des choses qu'on fait inconsciemment, c'est après plus tard qu'on le comprend. Parce que les adolescentes, elles n'ont pas toujours une peau très très top, entre les boutons, l'épaisseur de la peau, la puberté. Oui, donc tout ça,
Et c'est peut-être, oui, dans l'inconscient, quand j'étais jeune, bon, je faisais pas trop attention. Bon, je faisais pas trop de différence, quoi. Mais c'est après, en rentrant dans l'expérience de l'amour, là, j'ai découvert, là, voilà, j'ai... Et puis, c'est en discutant aussi avec les femmes. Et est-ce qu'on parlait tout à l'heure des différentes modes, Véronique nous expliquait qu'à une certaine période, je sais plus à laquelle il y avait les femmes, il fallait qu'elles aient un teint cadavérique pratiquement pour plaire, ou un teint blanc, ou au contraire un teint bronzé. Qu'est-ce qui vous séduit le plus, vous, le teint plutôt blafard? C'est un peu une tendance actuelle d'ailleurs, hein, pour se protéger du soleil d'ailleurs, ne serait-ce que pour ça. Oui, ça serait plutôt, blafard, la peau blanche, vous voyez. Oui, presque oui, gothique, même alors. en pleine saison, moi, le bronzage, c'est pas mon truc. Vous savez, si le physique passe pas, s'il n'y a pas le feeling pour être bronzé, ça passe pas quand même, hein, c'est pas... Ah oui, mais docteur Memoun, c'est vrai qu'il y a des peaux qui se correspondent et d'autres pas du tout. Comment on peut l'expliquer, ça? Mais c'est surtout la magie de la peau. Ça, c'est la magie de la peau, oui. Ça, on l'entend d'ailleurs, elle a du mal à trouver ses mots, hein, parce que... C'est la magie de la peau, et ça, c'est le pire. Quand ils viennent en consultation et qu'ils sont tous les deux, qui sont déjà ensemble, et qui disent, mais dès que j'ai commencé à le toucher, il ou elle disait ça ne marchait pas, alors que je suis très sensible à un autre type de peau, c'est très difficile à modifier, mais quand même pour ouvrir et donner de l'espoir à tout un chacun, si on a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais que malgré tout on arrive à avoir du plaisir avec cette personne, le plaisir répétitif va faire que tout d'un coup on va s'adapter à cette peau-là. C'est-à-dire c'est la réussite qui va amener la confiance, qui va ramener la réussite. Mais il y a des fois où il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est automatique. Dès qu'on a touché cette peau-là, il y a quelqu'un qui arrive, qui vous touche un peu dans la nuque ou dans le bas ou dans le dos ou a fortiori le bas du dos. Ben ça simplement, elle se sent électrisée et du coup elle va vous chercher partout où que vous soyez. Merci beaucoup Bernard d'avoir appelé Bernard. RTL pour nous parler des problèmes de l'attirance de la peau. Véronique. Merci Bernard. Oui, Michel, on va écouter un petit peu de musique. C'est un peu ce que j'attendais de vous. D'accord. Qu'est-ce qu'on va mettre là? Eh bien, on va écouter, je vous propose Neka, Shining Star, ça vous va? Mais pourquoi pas? Ouais. Alors, Parfait, alors. Tout est bien dans le meilleur des mondes. À tout de suite sur RTL et continuez à nous appeler au 3210. RTL, on refait la chose. Michel Simès, Véronique Mounier. Et ce soir, on refait la chose en parlant de l'art de la séduction avec nos deux invités, David Simard et Sylvain Mimoun. Et Véronique a quelque chose de rigolo à nous dire sur les odeurs. Non, c'est pas rigolo, on parlait tout à l'heure. Je sais pas si c'est rigolo. Comment casser? Oui, là, du coup, ça va nous paraître beaucoup moins rigolo. Non, tout à l'heure, on parlait de l'importance du contact de la peau. Les odeurs aussi jouent un rôle important. Mais alors, quand on se met du parfum ou quand on se met pas de parfum ou quand c'est juste l'odeur corporelle, qu'est-ce que ça peut susciter chez l'autre? De la même façon qu'il y a des peaux qui accrochent tout de suite, il y a des odeurs qui accrochent tout de suite, qui accrochent positivement, on s'entend. Et à partir, alors, si on faisait une psychanalyse rapide de la personne qui sent cette odeur, soit ça va lui évoquer du sexuel, et là c'est ça qui va le tituer, soit ça lui évoque une histoire romantique qu'il a connue dans un autre temps, soit cette personne lui plaît et en même temps il y a cette odeur, et si ils vont plus loin, il y aura d'autres choses. Mais ce qui est plus compliqué, c'est avec les parfums, parce que à partir de là, on vous vend le parfum en vous disant avec ça vous allez séduire. Mais toutes les femmes qui ont tel parfum ne vont pas séduire les mêmes hommes. Donc vous savez bien que les parfums vont accrocher plus ou moins bien sur telle ou telle peau. Et la difficulté, c'est quand la femme, par exemple, vous met au défi de repérer le parfum qu'elle a. Et ça, c'est une erreur. Oui, c'est pas un bon début. Ouais. David Simard. Oui, parce que ça se modifie en fait l'odeur du parfum au contact de la peau. Enfin, il y a l'odeur de la peau qui se mêle avec l'odeur du parfum. Mais effectivement, ça évoque. Il y a des odeurs auxquelles on va accrocher tout de suite parce que ça évoque quelque chose, des souvenirs, mais dont on n'a pas forcément conscience ou dont on a conscience. Ça nous rappelle des choses. Mais il n'y a pas que la mer, heureusement. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Laissons-la de côté maintenant. Et est-ce que les femmes réceptives on va dire à la séduction de son partenaire vont dégager une odeur particulière que pourrait repérer justement le séducteur qui est en face d'elle? Un message olfactif qu'elles lui font passer. Alors, ça pourrait jouer les neurobiologistes vont dans cette direction-là.
Est-ce à dire qu'ils ont réellement trouvé quelque chose? J'en suis pas sûr. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'en fonction de l'émotion que la personne ressent, ça pourrait aboutir à des odeurs un peu particulières, alors qu'on a pu associer un peu aux phéromones ou des choses comme ça. Mais bon, la question en fait, c'est que pour le moment, c'est encore un peu trop flou à mon avis. D'accord. Non, mais allez-y, je poserai ma question demain. Non, de toute façon, j'arrête. Manifestement, avec Patrice, on n'a pas notre place dans cette émission. L'émission va mal se terminer. Allez-y, Michel. Alors, oui, j'avais une question qui n'était pas inintéressante et que j'ai oubliée. Merci, Véronique. Alors justement, messieurs, sachez qu'au moment de l'ovulation, l'odorat de votre partenaire est multiplié par 10. Et ben voilà. C'était ça que vous vouliez dire? Non, oui, c'était pas l'odorat. Je vous laisse finir et puis après, je rebondirai. Très bien. Reprend. Vous voyez, les grands esprits se pendant rencontrent. l'ovulation, l'odorat de la partenaire est multiplié par 10. Donc attention quand même à votre hygiène corporelle, mais surtout, les femmes seraient très sensibles à une molécule qu'on appelle l'exaltolide, qu'on retrouve dans de nombreux parfums et qui en fait rappellerait le musc sexuel masculin, qui serait en fait produit, c'est une odeur qui serait produite par une glande proche de l'anus. Et ce qui veut dire que ça... non, c'est pas inintéressant. Ben ce que non, vous parce dites, qu'on retrouve ça dans certains parfums. C'est-à-dire, c'est notre côté animal qui ressort à ce moment-là. Et le fait qu'elle est, quand vous disiez au moment de l'ovulation, elle a un odorat particulier, donc faites attention, messieurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laver plus, parce que peut-être que justement, si on garde notre odeur, on sera plus attirant. Oui. Mais inversement, pendant l'ovulation, et c'est valable chez les animaux dont Patrice Romden est spécialiste, et il va nous parler dans quelques instants, chez les animaux, la femelle dégage une odeur particulière pour que le mâle sache que c'est le moment pour la reproduction, bien évidemment. Est-ce que chez la femme, on a remarqué que pendant son ovulation, elle avait une odeur qui était différente de celle qu'elle peut avoir pendant ses règles, pour des raisons qui remontent à très loin? Alors, chez les animaux, en effet, le mâle peut sentir cette odeur à des kilomètres de là où est la femelle. Chez les humains, on n'a pas trouvé ça encore. Mais je crois pas qu'on le trouvera. Par contre, ce qui existe, quand la femme est en désir, tout simplement, désir de procréation ou désir sexuel tout court, il est évident que c'est ça, elle va manifester un comportement et sans doute même une odeur particulière qui va faire que l'homme va être attiré dans ce contexte. Mais peut-être que simplement le fait de le regarder d'une certaine façon, ça va suffire à ce qu'il tombe dans le panneau, on va dire. Voilà. Patrice, quelques précisions vétérinaires. Non, c'est-à-dire que chez le hérisson, ce serait plutôt l'odeur de l'urine qui serait le signal, parce que les hérissons, lorsque le mâle repère la femelle et vice-versa, eh bien, ils se mettent à souffler, à renifler en rythme, ils se touchent le nez, et qu'est-ce qu'ils font pour se dire, on est d'accord, on fait affaire, ils urinent, et ensuite ils dansent pendant des heures avant de s'accoupler. Alors chez la couleuvre, c'est un peu différent, il y a le mâle et la femelle qui s'enlacent, ils commencent par entortiller leur queue, ils s'enroulent et se déroulent lentement pendant des heures. Vous avez aussi le papillon azuré. Alors lui, le mâle et la femelle dansent, ils tournent sur eux-mêmes, ils s'envolent en chœur et ensuite ils atterrissent côte à côte, jamais face à face, ou non, toujours côte à côte. Puis vous avez le flamant rose, ils dansent ensemble et à un moment, la femelle va mettre la tête dans l'eau. Et ça veut dire, là, tu peux y aller, on peut s'accoupler. Ouais. Et le hérisson, on en parlait hier, il pratique jamais la levrette, le hérisson. Non, parce que ça pique, Michel. C'est pas possible. C'était une petite note culturelle. Oui, il fallait que vous la placiez ce soir. C'était le mot à placer ce soir. Bravo, Michel. On a le temps de parler peut-être la girafe aussi. Oui, la girafe. On rappelle que la levrette n'est pas la femelle du lévrier. Le lévrier, dont on ne sait pas comment il s'accouple. Moi, j'étais déçu, vous n'en avez pas parlé. Ok, on va écouter Alain Chamfort. On va écouter Bambou sur RTL. Continuez à nous appeler au 3210. À tout de suite. RTL, on refait la chose. Présenté par Michel Simès et Véronique Mounier. Et ce soir, avec nos invités David Simard, philosophe et psychosexologue, et Sylvain Mimoun, tout terrain, nous parlons de l'art de la séduction. Et on va parler d'un séducteur parmi les séducteurs, Patrice Gainsbourg. Combien de femmes? Mystère, beaucoup, mais très franchement, quand on le regarde, comment il faisait? D'abord, il avait du talent, Michel. Un homme, quoi qu'il fasse, suscite l'admiration et donc attire les femmes. Si ce qu'il fait, il le fait avec talent. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine de l'art ou de la culture, auquel les femmes sont évidemment très sensibles. Donc Gainsbourg, artiste pétri de talent, il part forcément avec 15 longueurs d'avance sur vous et moi réunis. C'était en plus un homme cultivé, il connaissait la littérature, la peinture, il peignait. D'ailleurs, il considérait que la musique était un art mineur, ce qui était quand même un peu culotté de sa part au regard de ce qu'il a produit dans ce domaine quand même.
Alors le potentiel de séduction de Gainsbourg repose aussi sur sa capacité à faire exister les femmes, puisqu'il se mettait à leur service. Oui, dans les années 60, Gainsbourg, donc auteur-compositeur, existe artistiquement grâce aux femmes, c'est-à-dire qu'elles goûtent toutes ces mélodies. Quand Juliette Gréco triomphe en 63, c'est avec La Javanaise. Quand France Gall remporte le Grand Prix de l'Eurovision en 65, c'est avec Poupée de cire, Poupée de son. La même année, Michel Thor enivre les foules, c'est avec Non à tous les garçons. Quand Françoise Hardy relance sa carrière en 69, c'est avec Comment te dire adieu. Donc les femmes, Gainsbourg les aime belles, il excelle à les faire exister, même quand elle ne dispose que d'un filet de voix. Il a quand même composé pour Anna Karina, pour Jane Birkin, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, ça a marché. Mais franchement, la chanson n'était pas forcément le point fort de ces femmes-là. Donc Gainsbourg écrit sur mesure, en gardant à l'esprit la tessiture de voix de l'interprète. Bon, ça ne veut pas dire non plus qu'il a séduit toutes les femmes dont on vient de citer les noms. En revanche, il en est une pour laquelle on n'a aucun doute, c'est Brigitte Bardot. Ouais, bébé, ça c'est le chef-d'œuvre de Gainsbourg. L'homme à la tête de chou, avec celle que tout homme normalement constitué considère comme le sexe symbole mondial à l'époque, Brigitte Bardot. Alors l'histoire est faite de séduction, de sexe et de scandale. Elle peut aussi se raconter, on va le faire à travers une chanson que Gainsbourg a composée en 1967 et qui s'intitule « Je t'aime, moi non plus ». Ouais, et c'est une première mondiale. Elle va mettre en musique murmure et gémissement compris l'acte sexuel. Ouais. Gainsbourg a mis toute sa passion amoureuse, toute la passion qu'il vit au quotidien avec Brigitte Bardot. Alors le jour de l'enregistrement, les amants interprètes gagnent le studio d'abord en catimini, sans se faire voir. Seul l'ingénieur du son et son assistant sont dans la confidence. À l'intérieur, lumière tamisée, ambiance intime, on s'est bien préparé. Les mains se posent sur le micro, les peaux vont se frôler, on en parlait tout à l'heure. Commence alors un enregistrement dont Brigitte Bardot dira un jour à l'un de ses amis, et ça je le tiens de la bouche du cheval, que c'est sans doute le moment le plus érotique qu'elle ait jamais vécu. Faut imaginer, dans le studio, Gainsbourg n'est pas franchement le plus à l'aise, la voix qui tremblote, il a devant lui l'une des plus belles femmes du monde et il chante « Je vais et je viens, entre tes reins, je me et retire. puis on entend... Non, maintenant, viens. Mais à l'époque, Brigitte, elle est mariée quand même. Oui, elle est mariée avec Günther Sachs, le multimillionnaire allemand, photographe et totem de la jet set. Le mariage l'année précédente a fait les gros titres de la presse. Et c'est pour ça que l'enregistrement va rester dans les cartons pendant 20 ans. Parce que se faire piquer sa femme par Gainsbourg, c'est une chose, mais officialiser la liaison par la voie des ondes en est une autre que Günther Sachs a un peu de mal à envisager. Donc, il menace de faire un procès et la chanson n'est pas publiée. Et pourtant, on la connaît parce que depuis, on l'a entendue. Oui, c'est-à-dire qu'elle a ressurgi en 1986, bien des années après le divorce de Brigitte Bardot. Mais entre-temps, Je t'aime moi non plus aura trouvé son public parce que dès 69, Gainsbourg enregistre une autre version du titre avec Jane Birkin, une des autres femmes de sa vie. 4 millions d'exemplaires à l'arrivée, succès historique doublé d'un scandale planétaire, c'est-à-dire que le Vatican promet l'enfer à Gainsbourg, le Brésil, l'Italie interdisent la chanson, mais dans la France post-68 Hard, en revanche, on applaudit. Il y a bien quelques grincheux qui fustigent Gainsbourg. Ils lui reprochent d'avoir enregistré ses ébats avec Jane Birkin. Ce à quoi Gainsbourg répondra, vous savez, si on avait mis un magnétophone sous le lit, ça aurait duré plus de 4 minutes. En plus, il était drôle. RTL jusqu'à 23h, on refait la chose. Michel Simès, Véronique Mounier. Et on continue à parler de l'art de la séduction dans On refait la chose ce soir et on va voir ce qui attire les hommes et ce qui attire les femmes. Physiquement, Véronique. parce que c'est vrai qu'on a parlé de l'odeur, de la peau, etc. Mais qu'est-ce qui va attirer d'abord le regard des hommes chez une femme au premier regard, à votre avis? Les fesses. Oui, alors on voit que vous êtes de l'ancienne génération, Michel. Parce qu'effectivement, non mais... L'allure. L'allure, j'allais dire l'allure. Alors, Le visage. toutes les études ont montré effectivement que les hommes citaient en premier les fesses, ensuite les seins. Mais ces critères de séduction sont en train de changer, surtout chez les jeunes générations. C'est pour ça que je me permettais de vous dire ça, Michel, puisque chez les jeunes générations, ce qu'ils vont citer en premier, c'est l'élégance du visage et la souplesse de la silhouette. Ensuite viennent les seins, les yeux et les fesses. Voilà. Pour les plus âgés, c'est d'abord les fesses, comme vous nous l'avez dit, et les seins. Alors, ce que ça voudrait dire, docteur Mimoun? Les plus âgés, c'est-à-dire Non, je donne plus d'âge maintenant, parce que... Les plus de 20 Je ans. donne pas d'âge, voilà. On va dire les plus de 35 ans, voilà. Mais est-ce que ça veut dire que les jeunes générations seraient plus romantiques que leurs aînés, quelque part? Mais non, ils sont moins vision partielle. Hein, c'est parce qu'en fait, vision globale. Voilà, ils sont plus vision globale. C'est quoi, c'est Internet, etc., qui donne cette non, mais ils sont vision c'est vrai d'ensemble. que l'idée de penser, regarde cette poitrine, regarde ses fesses, pour ne pas dire autre chose, etc. Automatiquement, c'est partialiser la personne.
c'est vrai que les hommes regardent regarder les femmes comme ça. Il y a encore des hommes qui regardent les femmes comme ça, incontestablement. Mais alors que les femmes regardent les hommes de manière beaucoup plus. D'ailleurs, il y a un élément très important. Les femmes regardent plus les hommes habillés que nus ou torse nu. Oui. Alors qu'on va être en vacances bientôt, ils aiment la tenue, comme on disait, c'est le mystère, c'est le côté mystérieux. Il y a rien qui excite plus un homme qu'une femme habillée, même si elle est habillée légèrement, avec un décolleté, de deviner un petit peu son soutien-gorge, etc., plutôt que de la voir nue. Certes, mais les femmes aimeraient mieux voir l'homme complètement habillé plutôt que elle va être séduite par lui complètement habillé plutôt que c'est rare qu'elle le voit nu tout de suite au premier regard. Même en maillot de bain. Sauf si c'est dans un condo naturiste. David Simard. Mais ceci dit, bon, il y a des femmes. Alors, effectivement, les choses sont en train d'évoluer et il y a un certain nombre de femmes qui regardent les fesses. Alors, ça c'est c'est la première chose qu'elles regardent chez les hommes. On va voir. Alors non, parce que j'ai un mail de Marie qui nous est arrivé sur le site rtl.fr qui nous dit ce que regardent les femmes en premier chez un homme, ce sont ses mains et ses yeux. Elle nous dit les mains et les yeux rappellent aux femmes le premier homme qu'elles ont aimé, leur père. Bon. Et confirmé par Audrey, qui vient de nous envoyer un mail à l'instant, qui nous dit c'est tout à fait vrai ce que vient de dire Marie. Pour certains machos à la mer ou à la piscine croient se rendre intéressants en mettant des maillots qui mettent bien en évidence leur attribut, mais ils devraient savoir que les femmes n'en ont rien à cirer. S'ils ont de belles mains et de beaux yeux, là ils se feront peut-être remarquer. Alors messieurs, allez vous rhabiller. Alors. Mais on peut pas généraliser. Alors le problème c'est qu'on peut pas généraliser comme ça, dire les femmes comme s'il y avait un prototype de femme et puis un prototype d'homme. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui seront plus attirées par les mains, les yeux. Alors peut-être que ça rappelle leur père, effectivement. Peut-être pas. Il y a une nuance importante là, c'est qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que c'est pour séduire, pour être séduit ou pour avoir du sexe? Ce qui est pas du tout la même chose. Non. Et là, je vous confirme, c'est pas du tout la même chose. Et il y a des femmes qui sont très attirées par la beauté esthétique du corps de l'autre, et en effet, elles vont dire il a de belles fesses pour un homme. C'est ce qu'elles vont remarquer d'abord. Les mains, le fait qu'il ait de belles mains, ça compte. Les pieds aussi, d'ailleurs, c'est très important. Mais le plus important, mais il y a un élément que l'on décrit jamais, mais ça c'est plus quand on est dans le colloque singulier entre dans la rencontre avec quelqu'un. C'est que si un homme veut séduire une femme, qu'il essaye de voir ou qu'il ne quitte pas ses yeux, et peut-être qu'il verra qu'à un moment donné, la pupille va se dilater. Et là, c'est le signal. Mais il faut déjà pas avoir de lunettes de soleil. C'est mieux quand on a les yeux bleus, ça passe plus facilement. Enfin, on le voit plus facilement. Parce que c'est pas évident. Sinon, il faut se rapprocher. Fais voir ta pupille, chérie. Voilà. Oui, alors juste puisqu'on parle de vue et de regard, j'ai une petite info qui devrait vous faire plaisir, mesdames, qui nous écoutez ce soir sur RTL. Les hommes passeraient quand même 43 minutes par jour à nous regarder. Alors nous, les femmes, on est un peu plus timides, seulement 20 minutes. Mais il paraît que les hommes adorent ça. Les femmes sont plus timides à le dire. Ouais. Parce qu'elles ont répondu. Est-ce qu'elles regardent autant que les hommes? Sûrement. Enfin, nous, avec Patrice, on a remarqué qu'elle regardait autant que les hommes. Patrice. Elle regarde. Et bien, si vous parlez de la jeune génération, il y a Jean Delacour, qui est un humoriste, qui a dit beaucoup de jeunes séducteurs savent les mots qu'il faut dire aux femmes, mais ils ne savent pas reconnaître les femmes à qui il faut les dire. Ouais. C'est beau, Michel, bravo. RTL jusqu'à 23h, on refait la chose. Et ce soir, on fait la chose en parlant de l'art de la séduction, Véronique. Oui, alors on a bien retenu les pupilles dilatées étaient donc un signal fort. C'est-à-dire que quand la femme a la pupille dilatée, c'est-à-dire que l'homme peut y aller. Mais quand on a les yeux sombres, comment repérer une pupille dilatée? Même dans les yeux sombres, on peut voir, sauf si quand même, il faut vraiment si on a de la lumière dessus. Il faut s'approcher très non, parce que si on met de la lumière dessus, la pupille se rétracte. Exactement, ça c'est autre chose. C'est pour ça que non, mais ce qu'il faut, c'est draguer dans le noir, parce que comme ça, on est sûr que la pupille est dilatée. Voilà, comme ça, on est sûr que ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups comme ça. Alors, il y a aussi tous ces gestes inconscients de la séduction. Alors, on pourrait peut-être les décrypter. Ces gestes inconscients qui sont souvent faits par la femme. Alors déjà, quand la tête se penche à gauche, du côté gauche vers vous. Alors ça, c'est pareil que c'est... Du côté gauche quand on regarde ou du côté gauche de la femme? Son côté gauche à elle. Moi, je pense du toujours côté pour gauche. la femme. Sur votre gauche. Voilà, ça traduit une situation de séduction. Quand par exemple, la femme, quand vous lui parlez, elle regarde votre bouche. Elle reste que scotchée à vos lèvres.
Ça aussi, c'est un signe Quand elle inconscient boit vos de paroles. séduction. Et Quand si elle boit vos regarde plus paroles. bas aussi. Non. Non, mais la bouche, Là, on déjà, sent que c'est c'est bon. un caractère déjà très impudique, de l'ordre de l'intime. Donc, le regard vers la bouche est déjà un signe de désir. Quand la femme se touche. Alors, oui, Les Michel. seins. Non, Michel, se touche, Quand la je femme dis, se touche les quand seins elle se pendant un caresse. dîner face à vous, ça peut être C'est bon que ça signe. va. En même temps, je lui tends quelques perches, c'est sûr. Quand elle vous demande votre numéro de chambre aussi. Non, mais quand par exemple elle se touche le bras ou la jambe, ça aussi c'est une manière inconsciente de désigner les endroits où elle aimerait être touchée. En revanche, si elle se gratte sans arrêt, ça peut traduire une certaine nervosité. Faites attention. Et quand elle passe la langue Bien, sur c'est ses fait lèvres, piquer par Oui, alors ça aussi. oui, bah, ça, Quand elle sumecte les langues, la langue, elle sumecte la langue. les lèvres, Oui. tout à fait. Ah bah oui. Et aussi si sa bouche, lors de la séduction, rosille et le visage se colore, ce qui traduit une femme qui est à l'aise, qui se sent bien, etc. Si également elle parle avec ses mains, c'est un signe d'abandon. Donc voilà. Docteur Alors il y a Mimou, des femmes non, plus douées allez-y. que d'autres pour ça. Il y a des femmes Oui, quelles sont celles qui ont cultivé ça de manière naturelle, je dirais. Elles sont plus féminines. Et il y a des femmes Il y en a qui font ça de façon consciente. Parce que là, Non. je parle des gestes inconscients, mais est-ce qu'il y a des femmes qui ont intégré tous ces ça leur est gestes à plus la Quand séduction on les voit même Ça de leur est plus l'extérieur, naturel. vous Ils vont mettez le à la faire. terrasse d'un café et vous voyez simplement des femmes bouger un peu comme ça, et vous voyez celles qui sont féminines et qui sont en train de lui faire le grand Ah, puis jeu. une femme, et je veux bien, mais le côté inconscient de la femme qui penche la tête sur le côté gauche, s'il vous plaît. Attention, c'est le côté gauche. Hein. Oui, bon, enfin là, c'est Non, pas parce que- complètement inconscient, ça. Hein, c'est pas quelque chose de très naturel. C'est vrai. Non, mais c'est pour ça. Et chez c'est les ce qu'on hommes, disait, il y en a qui maîtrisent. parlent avec les mains, parce que Sylvain Mimoun, mais ça c'est à cause de ses origines, parle beaucoup avec les mains. C'est vrai. Oui, je suis d'accord. Et c'est pas pourtant. Et d'ailleurs, un grand si séducteur. j'enlève Mais là, on parlait si des j'enlève femmes. les mains, je peux plus parler. Elle est tactile aussi, une femme qui vous bouscule par mégarde, qui s'arrange pour passer près de vous, pour vous effleurer le bras. Attention. Tout ça, c'est inconscient. Tout ça, c'est inconscient, oui. Il y a aussi C'est des un hommes toucher qui sont rapide, très tactiles subliminal. comme ça. Oui, il y a des hommes aussi, Dans les mais pays, dans les il pays paraît que c'est la méditerranéens, femme qui touche lors d'un premier rendez-vous, par exemple, ce premier rituel de séduction. Il paraît que c'est toujours la femme qui va d'abord toucher l'homme. Alors c'est très furtif, Qui va mais autoriser. Mais c'est c'est elle inconscient, qui va faire ce premier geste. C'est un petit peu voulu quand même. Alors, bah non, ce serait inconscient. Si, Ah bon. si l'homme Celle qui va donner un peu se ce laisse signal toucher aussi. par l'autre et qu'il n'a pas l'habitude de séduire, il va rien faire, il va rester pétrifié. Mhm. S'il a un peu l'habitude, si elle lui fait ça, il lui remet la main sur la main. Alors une femme aussi qui se passe souvent la main dans les cheveux, là, vous Oui. savez, les femmes Oui, qui ça. jouent avec les Oui, cheveux. Mais alors Dalida. attention, si elle se passe la main dans les cheveux avec la main gauche, alors ça c'est un signe encore plus fort de séduction puisque l'hémisphère gauche du cerveau est le côté qu'on utilise pour séduire de manière inconsciente. Donc regardez bien avec quelle main elle va toucher Moi, je vais prendre ses des notes cheveux. parce que vous vous rendez compte, vous êtes en train de dîner avec une femme qui est en train de se passer la main gauche dans les cheveux, qui penche la tête à gauche, qui est en train de sumecter les lèvres avec, côté gauche. avec la langue, qui Tout se est à gauche. passe légèrement la main sur l'épaule. Avec ça, vous vous dites, mais c'est même pas la peine de dîner, on s'en va tout de suite. Ça vous fait des économies. Alors j'ai pas terminé, son regard Ouais, mais devient t'as également. commencé le repas, il faut aller jusqu'au bout. Bah oui. Son regard devient plus brillant aussi. Alors les pupilles qui se dilatent, hein, effectivement. Elle joue avec ses pieds. Une femme qui a tendance à Sur les vôtres? remuer. Non, Non, enfin, enlever ses on n'en est chaussures, pas les encore là, remettre. Michel. Pardon. C'est les Ah, là, c'est premières étapes, l'inconscient, pardon. c'est la séduction là. On Elle est enlève au ses dîner chaussures au restaurant. Non, elle n'enlève pas forcément ses chaussures, mais elle va tourner ses chevilles en signe d'un bien-être évident. Et puis surtout, la voix va devenir plus grave. Sa voix devient plus grave. Ouais. Son timbre Elle est de dans un voix. état de relaxation. Il n'y aurait pas aussi la manière de croiser les jambes? Oui, C'est-à-dire alors, si vous êtes sur un effectivement, canapé, si Elle elle les croise dans votre direction ou pas? elle va croiser ses jambes vers vous. Ça, c'est aussi un signe. Alors, on a le temps de se faire un petit quiz Ah oui, oui. pour terminer cette émission. Un peu, voilà, on va passer un petit peu de la théorie à la pratique. Alors, imaginez, c'est votre premier rendez-vous avec une femme et qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire? Venir accompagné d'un copain, arriver avec une demi-heure de retard ou faire remarquer que la serveuse est jolie. Ah bah là, c'est joli. Non. Non, ah bon? On arrive en Non, retard? ouais, venir arriver en avec retard. une demi-heure de retard pour Ouais, ça, c'est pas 55% des femmes. Ni venir avec un copain. Ni dire que la Ouais. serveuse est Parce que si elle repart avec Ça- le copain. Excuse-moi d'être en retard, je suis venu avec un copain, mais qu'est-ce qu'elle est bonne la serveuse? Là par exemple, là vous êtes Ah, sûr que... t'as raté tout ton. Elle s'en va avec le copain. Même si elle met la tête à gauche, c'est pas bon. Alors une petite dernière parce qu'on va plus avoir le temps. Alors voilà, c'est le premier soir. Vous êtes sur le point de pas le premier soir, mais en tout cas vous êtes sur le point de conclure. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire avant de se mettre au lit? Plier méticuleusement ses vêtements, se jeter sur elle comme une bête ou parler de cette dernière lecture. Ah bah le lit, moi le lit, ça serait... D'abord, Non je mais là crois... vous êtes. Il n'y avait pas gardé les chaussettes aussi? Non, c'est Oui. c'est se jeter sur une femme comme une bête Oui, oui, évidemment. ça, c'est. Oh, ça voilà. c'est pas vrai. Bon, alors ça Il y en a dépend. certaines Hein. qui Ça sont faites. dépend.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, messieurs. Je rappelle le livre de David Simard, 150 idées reçues sur l'amour et le sexe chez First. Merci Sylvain Mimoun. Quelque chose me dit qu'on vous retrouvera dans pas longtemps. Demain, on parlera de l'abstinence sexuelle demain soir. Bah oui, donc continuez à nous appeler au 3210 ou à nous envoyer un mail sur le site rtl.fr et après les infos.